Et salut! J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, ça fait précisément 14 ans que Skyrim est sorti. Et toujours pas de suite annoncée pour les Elder Scrolls. Bah ouais, ça n'a pas l'air de s'arranger niveau jeu. Merci Todd Howard. Et ben qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? On est nostalgique. Mais est-ce que vous vous rappelez de la vidéo précédente? Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans? En même temps, je vous ai envoyé dans un univers de fiction très complexe, et sans la moindre derrière. Alors qu'il est méchant. Donc ce soir, je vais vous expliquer les cartes, les divinités et les races jouables dans la saga. Et comme le sujet est dense, mais bien dense là quand même, sans déconner, eh bien tout ce qui est histoire des jeux, sera expliqué dans une prochaine vidéo. Et vous l'aurez compris, c'est le grand retour de votre petit oie sauvage national. Les Elder Scrolls ont un lore fascinant. En tout cas, c'est mon préféré de l'univers du jeu vidéo. Et vous comprendrez rapidement qu'il est impossible de le résumer en une seule vidéo. Donc prenez cette vidéo comme elle est, une sorte de guide pour mieux appréhender le lore des jeux. Je ne vais pas vous résumer ici quelle race a tel bonus par rapport à une autre, ou quelle divinité est la plus cool qu'une autre ici. D'une part, c'est chiant, et après ici on parle cinéma normalement. Alors, commençons par le commencement. Donc on ne va pas voir toutes les cartes en détail. On va juste un peu surfer sur la surface pour que vous puissiez vous familiariser avec. Et puis surtout, comme ça vous aidera à mieux comprendre la prochaine vidéo quand on parlera de l'histoire des Elder Scrolls. Voir vraiment ce qui les compose de base. Car d'une part, surtout, ça prendra un temps fou sinon de parler en détail de tout ça. Mais aussi, ce sont des cartes qu'on n'a pas explorées dans l'intégralité des jeux finalement. Ça ne sert donc à rien d'en parler en détail tant qu'elles ne sont pas sorties dans un jeu précis, même si on explore une certaine partie d'entre elles dans Elder Scrolls Online. Et alors pour faire simple, le joueur explore une carte précise par jeu, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir est que la planète où on évolue s'appelle Nirn, et que le continent que l'on explore majoritairement s'appelle Tamriel. D'autres continents existent aussi, comme Akavir, qui veut dire pays du dragon, en Aldmérique, la langue des elfes, et qui est situé à l'est de Tamriel. Ce continent est peuplé par d'autres races que celles qu'on a l'habitude de croiser dans les jeux, comme les démons des neiges de Kamal, le peuple singe de Tangmo, les tigres dragons de Kapo, Toon, et les saloperies d'hommes serpents, Taeski. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. A savoir que les Akavirois, donc les habitants d'Akavir, ont une importance considérable dans le lore. Elle se retrouve même d'ailleurs cette influence auprès des lames, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. En termes de continent, nous avons aussi Atmora qui se situe au nord de Tamriel. Si vous avez joué aux Elder Scrolls 5 Skyrim et que vous êtes allé tout au nord de la carte, alors je vous laisse imaginer le climat là-bas. On sait très peu de choses sur Atmora au final, à part qu'une expédition a eu lieu lors de la Troisième Ère et qu'elle a rapporté en rentrant à Tamriel très peu d'indices de vie sur place. Cependant, on sait que c'est le continent qui a vu naître l'humanité avant qu'elle ne migre vers les terres de Tamriel. Ce qui donnera dans un premier temps la race des Nordiques, et les autres races humaines dériveront de cette dernière principalement, soit par mixité avec d'autres races, soit par évolution due au climat tempéré de Tamriel. La seule exception étant celle des Rouge-Gardes, mais vous verrez ça plus tard. Le continent de Yukuda. Tout ce continent n'existe plus et a été détruit par son climat inhospitalier et par une guerre incessante entre les elfes gauchers ou Sinistremeurs qui n'existent plus submergés avec le continent, ainsi que les Rouge-Gardes qui peuplaient cet endroit, dont certains ont réussi à fuir pour Tamriel, mais on y reviendra plus tard. Certaines légendes rapportent même que ce continent viendrait d'une autre dimension, mais on verra ça plus tard. Aldmeris, lui, est un continent de légende qui, d'après ces dernières, serait la source de l'origine de tous les mœurs, donc des elfes. On ne sait pas grand-chose sur son continent, et il est plus souvent comparé à une sorte d'équivalent de l'Atlantide pour nous. Piandonné est une immense île située au sud de Tamriel. Son climat est tropical et est habité exclusivement par les elfes tropicaux, ou Maomers, qui utilisent comme monture d'immenses saloperies de serpents des mers. Donc ça, c'est pour les autres continents. Mais quid de Tamriel, vu que l'intrigue se passe là-bas. Pour vous faciliter la lecture de ces dernières, car il s'est passé, mine de rien, beaucoup de choses
entre les événements d'Oblivion et de Skyrim, 200 ans au rappel, eh bien on va se baser sur l'ère 3e, plus précisément lors des événements qui se déroulent pendant Oblivion. L'Empire s'est répandu dans l'ensemble du continent, ce qu'on appelle alors l'Empire des Septimes, depuis que Tiber Septime, aka Talos, l'a intégralement fédéré. Mais ça encore, on le verra plus tard. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'Empire se divise en 9, voire 10 provinces, car il existe des tensions entre certaines races et certaines régions de Tamriel. Quand je vous dis que le lore est compliqué, eh ben accrochez-vous, ça ne fait que commencer. Au centre est sans aucun doute la plus importante de toutes, Cyrodiil, nommé en hommage à son second empereur, Rayman Cyrodiil. Je vous laisse imaginer son importance pour que son nom soit au centre d'une carte. Son climat est tempéré et varié, et on y trouve 2 accès à la mer, l'un au sud à travers un immense fleuve, et un autre au sud-ouest. C'est là que se trouve la capitale de l'Empire, la cité impériale, et qui, à ce moment-là, est au centre de toutes les activités économiques et politiques de l'Empire. Le joueur explore cette carte lors des événements d'Oblivion. C'est là de son originaire la race des impériaux. Une province qui est sans aucun doute la plus connue et la plus appréciée par les joueurs est celle de Morrowind. Explorée par le joueur lors du jeu du même nom, Morrowind est une province mystérieuse qui gravite autour d'un volcan, le Mont Écarlate, et des traditions instaurées par un groupe nommé le Tribunal. Les habitants de cette province n'ont pas les mêmes principes religieux que les autres habitants de Tamriel, et vénèrent le culte des Daedra. Vous verrez plus tard qui ils sont. L'architecture de cette province est au reflet de sa culture, imposante et soulignant un lien direct avec les Daedra, et les 4 membres du Tribunal, les Tribuns. C'est de cette province d'où viennent les Elfes Noirs, ou Dunmer. Tout aussi connue et appréciée que Morrowind est celle de Bord de Ciel, qui est visitée lors des événements de Skyrim. La province des Nordiques est divisée en plusieurs châtelleries. Bord de Ciel est connue pour son climat hivernal et rude, mais comprend quelques châtelleries et villes au climat plus doux, notamment à sa frontière avec Cyrodiil. C'est la terre la plus au nord de la carte, et elle est constituée d'un seul accès à la mer tout au nord avec la mer des fantômes, et de plusieurs montagnes, notamment avec le plus haut sommet de Nirn, la gorge du monde, là où se sont réfugiés les Grises Barbes, et théâtre d'événements extrêmement importants dans le lore des jeux. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Autroche est la province des Bretons, où règne en maître, magie et arcane. Constituée de duchés et de baronneries, cette province porte bien son nom, car elle est quasi exclusivement rocailleuse et montagneuse, bien que la majorité de ses frontières soient naturelles et placées au bord de mer et de baies. Cette province est en partie visitée par les joueurs lors des événements de Daggerfall. Et cependant, une province tout aussi mystique est celle de l'Enclume. Province des Rouges-Gardes, après leur fuite du continent de Yukuda. L'Enclume regorge aussi de nombreux mystères magiques. Majoritairement arides, les terres de l'Enclume peuvent s'avérer tempérées sur ses côtes, qui forment aussi de nombreuses baies. Le joueur visite cette province lors des jeux Rouges-Gardes et aussi Daggerfall, car la baie d'Iliac, où se déroule l'intrigue, est partagée entre Autroche et l'Enclume, justement. L'archipel de l'Automne porte bien son nom, car c'est un ensemble d'îles au climat tempéré, mais assez frais, comme l'Automne. Elle est assez peu montagneuse, contrairement à la majorité des provinces de l'Empire, et c'est une province pertinente dans l'histoire des Elder Scrolls, non pas pour ses terres à proprement parler, mais dû à l'impact de ses ressortissants, les hauts elfes, et avec son institution politique, le Talmor. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Là, nous allons passer sur la province la plus méconnue des joueurs des Elder Scrolls. Je parle bien évidemment de la province de Val-Boisé. C'est là d'où les Elfes des Bois sont originaires. C'est là une province très mystérieuse, notamment car elle est quasi intégralement forestière, à part pour certaines de ses frontières, mais aussi les divinités du lore ont une attache particulière avec les habitants et les terres qui composent cette province. Et peu de routes composent ces terres, car les habitants n'ont fait qu'un avec la forêt qui compose la province. Elsewhere est la terre des Hommes-Chats, les Khajiits, connue pour ses déserts et étant la province la plus aride et la moins fertile du continent. Elle connaît pourtant de grandes plantations de canne à sucre sur ses côtes méridionales. Parlons dorénavant du Marais Noir, la province d'où viennent les Argoniens. C'est une terre où les sols sont rarement fermes et quasiment plates, avec un peu de montagne, mais surtout des collines. Ces terres sont aussi très mystiques, car elles sont directement reliées psychiquement avec les Argoniens, qui ont leur divinité au centre même de ces marais. C'est ce qu'ils appellent l'Ist. Une autre spécificité est que ces terres sont très meubles et en mouvement constant, ce qui force les habitants de cette province à se déplacer sous terre, la majorité du temps. Et si vous savez compter, chose que j'espère quand même, eh bien, on en est à 9. Et j'ai gardé exprès cette 10e province, car elle a une histoire très complexe.
Il s'agit là de Orsinium, la terre des orques. Cette province n'existe pas officiellement, car ces pauvres créatures se sont fait marcher dessus tout au long de l'histoire de la saga. Ce qu'il faut retenir est que les tentatives de création d'Orsinium se sont faites majoritairement à Haute-Roche, ici et là. Et même avec la frontière entre cette province et celle de Bord-de-Ciel, ce qui fait de cette terre des lieux exclusivement montagneux où l'agriculture est difficile. Et voilà, vous savez tout sur les cartes. Et bordel que c'était pas simple. Mais maintenant, place aux divinités. Et croyez-moi, c'est pas tout aussi simple. Les divinités ici sont nombreuses et variées, et même dépendant des provinces, des régions et des races auxquelles elles sont liées, eh bien, elles vont changer soit de nom, soit de rôle, soit même de prononciation, dépendant même des accents de certaines régions, de certaines provinces. Le lore est riche par rapport à ça, et très codifié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux divinités de base, les divinités du panthéon impérial. Et concernant les prononciations, le reste, démerdez-vous, vraiment lisez le lore quand même. Et d'ailleurs, les seules exceptions faites par rapport à ça sont les elfes des bois, avec leur divinité qui leur est propre, Lif, et les Argoniens avec List, qui leur permettent un tas de choses, mais ça, on le verra tout à l'heure plus tard dans la vidéo. Déjà au commencement, il n'y avait que 8 divins. Après, ils sont devenus 9, et ceux qu'on appelle aussi Aedra, ce qui veut dire littéralement dans la langue aldmérique, nos ancêtres. Ils ont aussi la particularité d'être mortels, pour rester proches des habitants de Nirn. Akatosh est le dieu dragon du vent et du temps, mais surtout la divinité la plus importante de ce panthéon, étant donné qu'il a l'histoire la plus importante et la plus impactante avec le lore des jeux. Surnommé Auriel par les elfes, il est considéré comme le dieu défenseur de l'Empire. C'est lui qui offrira à Almalessia l'amulette des rois et est le père des dragons, et créera en premier le dragon Alduin, ce qui amènera de nombreuses incohérences et questionnements du lore, mais encore une fois, c'est pour plus tard ça. Il est aussi à l'origine de ce qu'on appelle les cassures des dragons, lorsqu'une secte magique a essayé de séparer la part humaine ou elfique d'Akatosh de sa part draconique. Ce qui résultera par cet événement, où plusieurs dimensions temporelles se sont croisées et où de nombreuses possibilités ont été présentes dans le même plan. Cependant, Akatosh arrangera les choses, mais de manière temporaire, ce qui aura des conséquences désastreuses dans le lore et provoquera la création des fameux parchemins des anciens, les Elder Scrolls en question. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Arkay est le dieu des rites funéraires et du cycle de la vie et de la mort. Dieu avec une certaine importance, mais pas trop vénéré par le commun des mortels. Il est très apprécié des médecins et guérisseurs, mais surtout par les chasseurs de fantômes et de vampires, et aussi des croque-morts. Bah quoi. Dibella est la déesse de la beauté et du sexe. Ouais. Vous verrez que c'est peut-être pas le Witcher ou Baldur's Gate, mais en attendant, ça baise pas mal dans le lore des Elder Scrolls. Elle est aussi vénérée par les artistes et les bardes pour qu'elles guident leurs plumes vers plus de beauté artistique. Julianos, c'est l'un des dieux les plus importants des jeux, car il est l'architecte que Lorkhan a débauché pour créer la vie des mortels. Il est responsable de la création de Nirn, en plus d'être la divinité de la magie, de la logique et de la sagesse. Et logiquement, il est très apprécié par les mages et les érudits. Dans le monde des Elder Scrolls, c'est souvent de pair ces postulats. Kynareth, elle, est la déesse du vent et des cieux. Elle est très souvent vénérée par les marins, et particulièrement par les Bretons et les Rouges-Gardes, qui sont deux peuples très maritimes. Mara est une déesse, si ce n'est pas la déesse, la plus importante de ce panthéon. Elle est la déesse mère, celle de la compassion et de l'amour. Les mariages sont célébrés exclusivement dans sa chapelle, à part pour quelques exceptions comme les Argoniens, mais pas in-game. Pour l'instant en tout cas, et est perçue comme l'équivalent féminin et intégralement humaine d'Akatosh. C'est donc une déesse universelle. Tendar est le dieu de la miséricorde, de la compassion, de la droiture, de la chance, de la tolérance et de la justice. D'ailleurs dans Skyrim, c'est ce dernier point qui lui portera préjudice, avec le groupe de fanatiques qui le vénèrent, qui sont des chasseurs de monstres en tout genre, les vigiles de Stendarr. Zenitar est le dieu du commerce, du travail et des commerçants. Tout est dans le nom. Et là nous sommes à 8 divinités, si vous avez bien compté encore une fois. Et la 9e va s'ajouter, c'est juste une petite parenthèse, car c'est un peu délicat avec lui. Car avant d'être Dieu, il était homme, et est devenu une divinité grâce au processus de l'apothéose. On l'expliquera plus en détail lors de la prochaine vidéo.
Il perd aussi son statut divin entre Oblivion et Skyrim, mais comme ça fait partie de l'histoire des jeux, on en parlera plus tard. C'est mon dieu préféré de la saga, Talos. Divin de la guerre, de la puissance, de l'humanité, de la gouvernance, de l'état, mais surtout du point que je préfère, de l'honneur et de la droiture. Donc ça c'est pour les divins, mais si vous avez bien suivi, là on parlait de choses positives mine de rien. Et comme dans tout culte, religion ou rite, quand il y a quelque chose de positif, il y a forcément quelque chose de négatif. Un dieu, un diable, un ange, un démon. Voilà, saisissez l'idée. Donc là on va parler de l'opposé des divins. Voici les Daedra. À l'inverse de certains divins, la majorité des Daedra peuvent offrir aux joueurs des artefacts. Et à l'inverse des divins d'ailleurs, ils sont immortels et dévoilent plus leur personnalité aux joueurs et aux mortels, car souvent ils souhaitent les corrompre pour leur propre dessein. Mais à l'inverse des divins aussi, ils n'ont pas de genre à proprement parler. Mais pourtant, on les qualifie de princes, même lorsqu'ils ont une forme féminine. Aussi, divins comme Daedra vivent dans ce qu'on appelle des plans. À l'inverse des divins, qui ont façonné leurs plans à l'image de la foi qui leur sont portés, les Daedra, eux, c'est à leur propre image qu'ils ont façonné leurs plans. Et pour rejoindre ces 10 plans, rien de plus simple. Portail magique, sort en tout genre, ou juste une bonne vieille fusée. Car à l'inverse de nombreux univers de fiction, leur plan à eux peut s'apparenter pour nous à ce qu'on pourrait considérer comme étant des planètes. L'endroit où se situent les divins sont visibles depuis Neon, alors que donc ce qu'on appelle les eaux d'Oblivion sont bien plus lointaines dans l'espace entre guillemets, ce qui permet aux divins de nous protéger de l'influence d'Edric. En tout cas d'essayer. Mais ça, c'est juste pour le contexte, hein. Sinon, qui sont-ils? Azura, elle est le prince Daedra, de l'aube et du crépuscule. Elle se fait appeler reine ou dame par ses adorateurs, qui sont souvent des elfes noirs. Il faut savoir qu'Azura est responsable de la couleur de ses elfes, étant donné qu'après une discorde avec les tribuns, elle changea leur peau dorée en peau grise et obscure, et changea aussi leurs yeux tant qu'à faire, pour qu'ils aient des yeux rouges, rubis et sang. Elle est essentiellement vénérée en Morrowind et à Elsweyr. Les Khajiit la vénèrent eux aussi, car d'après leur culte et de nombreuses légendes, elle serait en partie responsable de la création des hommes-chats. L'artefact qu'elle offre aux joueurs est l'étoile d'Azura, une puissante gemme spirituelle. Alors les gemmes spirituelles sont des pierres qui capturent des âmes et qui permettent de recharger des objets magiques. Celle-ci est particulièrement puissante. Azura se montre d'ailleurs particulièrement protectrice et bienveillante à l'égard de ses adorateurs et élus. C'est pour ça qu'elle se montre très douce envers le Nerevarine lors de l'introduction de Morrowind. Même pas le personnage créé, Azura nous dira directement qu'elle veille sur nous et nous protégera. Boessia est le prince des complots et des conspirations. Il apparaît sous les traits d'un guerrier en armure, bien qu'il n'ait pas d'apparence genrée. Même en anglais, dans les jeux, il est souvent désigné par It. Pour gagner ses faveurs, ses adorateurs pratiquent des batailles à mort, car ce Daedra apprécie ces dernières, et le plus souvent réclame qu'elles se fassent dans un certain déshonneur. Il ne voit ses disciples que comme des sortes de soldats de plomb pour son propre amusement. Il est donc perçu très négativement, sauf en Morrowind, où il est perçu comme une divinité à part entière, comme Azura. Ses artefacts, qu'il offre aux joueurs en tout cas, sont la cotte d'ébonite, l'âme d'or, l'âme d'Azura, et le bouclier de Fearstruck, qui a été détruit. Hermaeus Mora est le prince du savoir. Mais avec un putain de S, ma gueule. Car à l'inverse de Julianos et d'autres divins, lui son kiff est de tout savoir. Un peu comme Cate Blanchett dans le 5e Indiana Jones. Sauf que là on parle d'une bonne œuvre, pas d'une merde. Il n'est ni bon ni mauvais finalement, mais son influence lui permet de rendre visite aux mortels qui piquent sa curiosité et les guide souvent soit vers le chemin du savoir, soit vers un sort plus funeste et macabre s'il considère que ce savoir ne doit pas être divulgué. Mais attention, il n'est pas à prendre à la légère. Bien au contraire, car il est aussi ancien qu'Akatosh lui-même, et aurait même été son scribe personnel. Son plan s'appelle Apocrypha, et est exploré dans Skyrim. Il est montré comme étant une bibliothèque à ciel ouvert, dont l'architecture est constituée de livres. Cette petite saloperie là, qui ressemble à une créature de Lovecraft, a deux artefacts qu'on retrouve dans les jeux. Les livres noirs, qui sont des portails pour le rejoindre, en Apocrypha, et Ogma Infinium, un puissant recueil qui semble contenir les pensées personnelles du dieu dragon en personne aussi. Le prince suivant est beaucoup plus barbare, le seigneur de la chasse, Hircine. Se présentant comme un chasseur torse nu à la tête de crâne de cerf,
Hircine est aussi le créateur des loups-garous et des hommes bêtes en tout genre. Son plan d'Oblivion se résume à une immense forêt constituée de falaises et d'arbres majestueux, où les mortels qui s'y perdent deviennent sa proie pour son amusement personnel, en plus de celui des hommes bêtes et lycanthropes qui le rejoignent après leur trépas. Ces artefacts sont la bague d'Hircine, qui peut vous transformer en loup-garou selon son bon vouloir, et la lance de la cruelle miséricorde, qui est sa propre lance, qui ne rate quasiment jamais sa cible. Sans oublier d'ailleurs une armure, la peau du sauveur. Et voici Gigalag, le prince de la déduction, de la logique et de l'ordre. Lui aussi, non-genré, est vu comme une sorte d'entité en armure brillante et chromée, de quoi faire pâlir de jalousie George Miller. Il est le Daedra le plus respecté et le plus puissant de ce panthéon, mais aussi celui le plus apprécié par les mortels, vu sa nature entre guillemets positive, et aussi qui leur prodiguait de bons conseils. Il n'a pas d'artefact à son nom, sauf sa propre épée. Et il n'est pas trop présent dans les jeux, sauf dans l'extension d'Oblivion, The Shivering Isles. Et il y a une bonne raison pour le mentionner au passé. Gigalag ayant pris trop d'importance sur le plan des mortels, d'autres Daedra jaloux et le craignant l'ont maudit, ce qui donnera naissance au prince Sheogorath, seigneur de la folie et du chaos. Aujourd'hui dans Skyrim, on n'en parle pas, mais il est bien là, car il est de retour après les événements de The Shivering Isles. Et j'aimerais bien qu'il revienne dans d'autres jeux. Cependant, le principe qu'il ne soit plus vénéré tant qu'il est dans sa forme de Sheogorath est ce que je pense être une constance venant des développeurs, car il n'a plus d'influence sur Nirn. Donc à quoi bon le prier? Ce qui marque bien un souci du détail venant d'eux, mine de rien. Et là on arrive à Malakat, le seigneur des bannis, des déchus et des malédictions. Lui aussi a une petite histoire, le pauvre. À la base, il était un Daedra beau et intègre du nom de Trinimac, jusqu'au jour où ce petit enfoiré de Boessia, jaloux, le mangea et le déféqua pour prouver sa supériorité sur lui, devenant ainsi Malakat. Alors les adorateurs de Trinimac, qui à la base étaient de beaux elfes originels, sont devenus les orques. Ils n'ont vraiment pas de bol, les pauvres. Ces artefacts sont des armes à son image. Volendrug, une masse de combat qui fait putain de mal. Et l'âge du châtiment. Son plan d'Oblivion est Faux Cendre, une terre inhospitalière où ses adorateurs se retrouvent à leur mort pour fêter avec lui dignement et où tous sont les chefs et les plus forts. Et voilà l'antagoniste principal d'Oblivion, Mérunès Dagon, le prince du changement et de la destruction. C'est un Daedra terriblement négatif et important dans le lore. Il est responsable de la création de l'Aube Mythique, une secte d'assassins responsable de la mort d'Uriel Septime VII, empereur de Tamriel lors des événements d'Oblivion, de Morrowind, de Daggerfall et d'Arena. Là où il se démarque est qu'à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, il est tout aussi fourbe et menteur que Boessia. Pour lui, la fin justifie clairement les moyens. Son plan d'Oblivion sont les terres mortes, et ses artefacts sont la lance de bataille, la dague, le rasoir de Dagon, et le Mysterium Xarcers, qui est le livre magique qu'il a écrit et qui transmettra à Mankin Carmoran pour l'aider dans sa domination de Nirn. Il est très important dans le lore, et son histoire s'entremêle directement avec celle des jeux, donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Ce qu'il y a à retenir par contre, c'est que lui provoque des changements dévastateurs, et souhaite forger Nirn à son image, à l'inverse de nombreux Daedra, qui ne souhaite qu'être vénéré. Dagon, lui, souhaite dominer. Mephala, la tisseuse de toile. Elle est le Daedra du sexe, des secrets, du meurtre et des araignées. Son plan d'Oblivion est la toile. Je vous laisse imaginer à quoi ça peut bien ressembler. Et elle est perçue comme une sorte d'anticipation à Vivek, qui lui est un elfe doré, l'ancienne version des elfes noirs, rappelez-vous. Ce dernier atteindra le Shib pour devenir lui aussi une forme de divinité, surnommée le dieu poète. On en reparlera. Et d'ailleurs, Mephala est la dernière divinité vénérée par les elfes noirs, avec Boessia et Azura. Meridia, la reine de la lumière. Elle ne supporte pas les morts vivants et haït les nécromanciens. Elle est perçue comme un Daedra positif par conséquent. Ses artefacts sont l'anneau du Khajiit et Obekla, une lame très puissante face aux morts vivants. Molakbal, le Daedra que je ne supporte pas, est le pire de cette liste. Par contre, je ne peux pas vous parler ici de son domaine d'influence, sous peine de faire fermer cette chaîne. Tout ce que je dirais est qu'il est le petit frère de Mérunès Dagon, le créateur des vampires, et représente tout ce que je déteste dans l'humanité telle qu'on la connaît. Namira, je ne l'aime pas non plus. Elle est le prince Daedra de la chair putréfiée, des cannibales, et ses adorateurs doivent devenir des mendiants, en plus d'être cannibales. Voilà, elle fait chier. Nocturne. Je l'aime bien. Elle est plutôt sympa. C'est la sœur d'Azura et la maîtresse de l'obscurité et des voleurs. Ses artefacts sont l'arc des ombres, le capuchon de Nocturne, capable de rendre invisible son porteur, et la clé squelette, capable d'ouvrir toutes les serrures du jeu. Le prince Périte, le porteur de pestilence. Bon, disons que c'est un dragon débilus,
tout fin, qui tousse sur ta gueule, et quand tu es un de ses adorateurs, tu adores être malade. Voilà, c'est vraiment pas un Daedra que j'aime bien, hein. Mais par contre, faut bien reconnaître qu'il est vu comme une sorte de prince de l'ordre aussi. Donc il est perçu comme un cycle naturel des choses, comme peuvent être vues les maladies finalement. Son plan est le puits, on le visite lors du jeu Oblivion, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Merunes Dagon. Je pense par conséquent que c'est plus une question de fainéantise de la part des développeurs finalement. On verra si on le visite lors d'un autre volet de la saga. Son artefact est Spellbreaker, un bouclier d'OMR capable de briser les sorts sanguines. Et contrairement à de nombreux Daedra, il est plutôt sympa, hein, mine de rien. Ni bon ni mauvais, c'est le prince de la débauche et de la fête. Mais il dévoile aussi des aspects sombres des mortels, comme la paresse ou la luxure. Donc il est à prendre avec des pincettes s'il vous invite à boire un verre. Son artefact est la rose sanguine, qui est un bâton magique qui permet d'invoquer un Daedra basique, pas un prince comme on le voit depuis tout à l'heure. Encore une fois, je pense que c'est plus de la paresse venant des développeurs, plutôt que de trouver un objet original vu la nature festive du prince. Daedra très important dans le lore et dans les jeux surtout, Sheogorath, le prince de la folie et du chaos. Comme mentionné précédemment, c'était avant Gigalag. Puis à la suite des événements d'Oblivion et de ses DLC, le joueur devient à son tour Sheogorath, et le prince précédent redevient à son tour Gigalag. Ce qui veut techniquement dire que oui, dans Skyrim, vous rencontrez bien le personnage que vous incarniez lors du volet précédent. Son plan s'appelle les Shivering Isles et est un lieu absolument rocambolesque et burlesque que je vous invite à explorer avec la refonte d'Oblivion. Ces artefacts sont le bâton magique du grand galopin, la fourchette d'horripilation, Gambopolis, Folium Discolitum et le bâton magique Wabajak, qui permet de transformer n'importe quelle créature en n'importe quoi. Vermina, la maîtresse des rêves, des cauchemars, des mauvais présages et à ses heures perdues, de la torture. Sympa. Son artefact est le crâne de la corruption et joue constamment à la guéguerre et à la compète avec Sheogorath. Et enfin, pour terminer, un Daedra qui me fait vraiment rire. Lui aussi est assez neutre, car il est plutôt sympa jusqu'au moment où on a vraiment besoin de lui. Vil Clavicus. C'est le prince du pouvoir, de la conjuration, des vœux et des mendiants. Il est souvent représenté en compagnie de son chien Barbas, avec qui il s'engueule et se rabibouche constamment. Bref, c'est un ami à double tranchant. Mais au moins il est plus marrant que destructeur, hein. Ces artefacts sont l'âge du chagrin, et mon objet dédrique préféré, le masque de Vil Clavicus. C'est un masque qui offre un charisme de fou à son porteur, mais retourne auprès de Clavicus le jour où son porteur en aura vraiment besoin. Ça me fait un peu rire quand même. Donc voilà, maintenant on aura bon tour d'horizon des divinités des jeux, mais qu'en est-il des races? Eh ben, voyons voir ça tout de suite. On ne va se concentrer que sur les races jouables. Parce que sinon, d'une part, eh bien, cette vidéo n'en finira jamais. Et d'autre part, eh bien, je viens de me bouffer du lore et de quoi faire pâlir d'inquiétude Hermaeus Mora, croyez-moi. Elles sont au nombre de 10, et comme on a vu sur les cartes, elles ont chacune leur histoire et leur province. Commençons, si vous le voulez bien, par les elfes, ou comme on dit aussi, les meurs. Déjà, meurs veut dire en almérique elfe. Ces races sont au nombre de 4 et demi, et vous verrez pourquoi. Les hauts-elfes, ou Atmeur, qui veut dire gens cultivés. Ils viennent de l'archipel de l'automne. Ce sont des connards. Ils se considèrent comme la race la plus cultivée des jeux, et supérieure surtout. Ils ont un dédain et une forme de racisme exécrable envers les autres races du jeu. Elles souhaitent absolument dominer l'ensemble de la carte avec ce qu'ils appellent le Talmor. Des connards, encore une fois. Leur culture se concentre sur les arcanes et les arts magiques. Mais malgré mon ressenti sur eux, je dois bien reconnaître quand même une forme de raffinement dans leur culture, que je ne vois pas tant que ça avec les autres races. Les seconds de cette liste sont très connus et très appréciés par les joueurs. Ce sont les Dunmer, ce qui signifie ceux qui ont changé. Et vous l'aurez compris, on parle bien sûr des elfes noirs. Leur histoire est bien complexe, car ils possédaient auparavant une peau dorée qui devient grise suite à une malédiction d'Azura, après que les tribuns aient trahi Nerevar. Vous verrez de quoi ça s'agit dans la prochaine vidéo. Leur culture se concentre sur les 3 Daedra qu'ils vénèrent, Azura, Boetia et Mephala, ainsi que toute l'iconographie qui les entoure. Les elfes noirs ont la faculté d'être la seule race avec une guilde d'assassins qui est autorisée dans l'ensemble de l'Empire, la Murak-Tong. Et pour longtemps, l'Empire a aussi permis à de nombreux elfes noirs de posséder des esclaves, plus appréciés par les joueurs, malgré ses défauts importants, car les elfes noirs, eux, sont moins racistes, perfides que leurs homologues aux elfes. Malgré le sort qu'ils réservent aux Argoniens,
qui sont majoritairement leur source d'esclaves, mais aussi ceci s'explique grâce au succès de Morrowind et des extensions du MMO où Morrowind prend une place conséquente dans le jeu. Les elfes des bois, ou Bosmer, ce qui veut dire ceux qui chassent. C'est une race plus discrète, plus modeste que ses autres homologues elfiques. Car les Bosmer ont conclu ce qu'on appelle le pacte vert avec leur divinité de la forêt, l'Ifre. Cette dernière leur demande alors de préserver leur forêt, qu'importe le prix, et leur autorise aussi de se nourrir et de survivre, qu'importe le prix. Vous le comprendrez assez vite, mais l'Ifre autorise ses adeptes à devenir cannibales si besoin. Une option qui n'est pas disponible dans les jeux en choisissant la race des elfes des bois, cependant qui est possible en jouant à Skyrim avec une certaine quête, mais elle liée à Mephala, et aussi avec n'importe quelle race d'ailleurs. Généralement, les elfes des bois sont représentés comme étant des lâches dans les jeux, et aussi avec des PNJ aux attentions douteuses et avec des actions très discutables en termes de bravoure. C'est pour ça que c'est la race la moins jouée des jeux. Cependant, le lore nous montre bien qu'on parle pourtant d'une culture guerrière, très protectrice de ses valeurs, sans pour autant les imposer, comme le feraient d'ailleurs ces saloperies de hauts elfes. Mais je m'égare. Et c'est pour ces raisons que ces deux races se détestent. On trouve même des traces où les elfes des bois sont contraints par la force à rejoindre le domaine almérique. Les orques, ou Orsimer. C'est l'une des races avec la plus triste des histoires du lore. Comme on l'a vu avec Malakat, les orques sont issus d'une malédiction. Et comme si ça ne suffisait pas, ils n'ont pas de province à proprement parler. Le problème est qu'on a déjà bien fait le tour avec eux. Mais ce qu'on peut ajouter cependant est que les orques ne sont pas forcément une race qui privilège la force brute ou la dureté. On peut trouver de nombreux guerriers orques par-delà les jeux qui forment ce constat certes, mais aussi de nombreux autres qui démontrent une appétence pour les arts, la littérature, la culture et le savoir. C'est le cas du chambellan Orgo Gros-Batul dans Oblivion et le bibliothécaire de l'académie de Fort d'Hiver, Urag Gros-Choub dans Skyrim, ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas que des bêtes assoiffés de sang. Ça c'est pour les elfes, mais quid des créatures mi-hommes, mi-animaux? Eh bien on en compte deux, ce sont les Khajiits et les Argoniens. Les Argoniens, comme on l'a vu, ils viennent du Marais Noir, une province vivant grâce à la force de leur divinité, List. Impossible de le tuer ou même de le voir, c'est la force qui anime et donne même la faculté aux Argoniens de communiquer entre eux en Bluetooth H24, à condition qu'ils soient présents dans le Marais Noir. Cette race est immunisée contre toute forme de maladie et peut aussi respirer sous l'eau, grâce à une sorte de recycleur d'air présente dans leurs narines. Une forme de branchie surpuissante, si vous voulez. Malheureusement, leur histoire se ponctue à de nombreux moments par l'esclavage, dont ils sont encore victimes dans les jeux par les elfes noirs, ce qui de leur côté développera une forme de rancœur à leur égard, et du côté des elfes noirs, une forme de racisme, ne voyant que des bêtes enchaînées qui travaillent. Grosse ambiance dans les jeux, hein? La deuxième et dernière qui s'inscrit dans cette catégorie est celle des Khajiits, ou Khajiiti si vous êtes vraiment pointilleux sur le lore. Ce sont des hommes-chats qui se divisent eux-mêmes en 16 formes différentes, voire 17 races. Les hommes rats, les Soutei rats, les Katei rats, les Togei rats, les Dagi rats, les Alphik rats, les Sench rats, les Pamar rats, et le dernier, mais pas vraiment canonique, les Dova. Mais on peut voir ça comme une forme de Khajiit, enfant de dragon, influencé par la puissance draconique des lunes. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, il y a 2 lunes dans les Elder Scrolls, Macer et Segunda. Et ça aussi, on le verra dans une prochaine vidéo. Car vous le verrez bien, ça fait partie de l'histoire des jeux. Mais en dehors de ça, les lunes ont une importance considérable dans la culture Khajiit, car leur position influencera la naissance des Khajiits, et décidera à quelle race de Khajiit l'enfant appartiendra. À noter aussi que la position des lunes donnera naissance, si elles sont exactement alignées à ce qu'on appelle la Grande Crinière, un chef spirituel, martial et religieux auprès du peuple Khajiit, avec de nombreuses facultés magiques d'ailleurs. C'est lui, le véritable Siada Galib. Et maintenant, qu'en est-il de l'humanité ? On a les impériaux, qui sont les descendants des colons et esclaves nordiques, qui viennent de Cyrodiil. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part que ce sont de fiers guerriers, d'excellents commerçants, et que la lignée des Septimes est la première à s'être qualifiée d'impériaux. Fait assez amusant d'ailleurs. Tant qu'on y est. Ils ne sont pas jouables dans le premier volet Arena. Ce n'est qu'à partir du deuxième qu'ils apparaissent réellement. La seconde a un lien direct avec les elfes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 4,5 races elfiques.
à peu près l'équivalent des demi-elfes. Ils sont connus pour leur maîtrise de la magie et d'être d'excellents marins. Un peu racistes sur les bords, pour changer, mais concrètement, pas plus que les hauts elfes au moins. Saleté, va. Mais leur culture se base sur le monde marin et celui des arcanes, comme en témoignent des croquis de Bethesda. Quant aux Rouge-Gardes, eh bien ils ont une histoire assez intéressante au bout du compte. Avant tout, ce sont des êtres venus d'une autre dimension. Ils ne connaissent pas plus que ça ce passé, même si ça a été en partie écrit et annoté d'ailleurs, il y a des traces de ce moment-là, mais au moins, ils en sont conscients, et qu'ils ont aussi un lien particulier avec la magie, vu que certains d'entre eux sont capables de modifier la réalité à leur guise, et la plier à leur propre volonté pour les aider lors de phases de combat, en l'occurrence. Conscients de cet état, les Rouge-Gardes ne sont pourtant pas prédisposés à la magie, comme le sont les Bretons ou certains elfes. Pourtant, ce don inné qu'ils ont leur permettent d'être de fiers guerriers et d'incroyables gardes. Ils ont aussi un code de l'honneur qu'on le retrouve rarement dans d'autres races. C'est pour cela que de nombreuses lames dans Oblivion sont des Rouge-Gardes. Ils quitteront l'Empire à la 4e ère, mais pour respecter ce code et les valeurs qu'ils défendent fièrement. Et enfin, ma race préférée. Grâce à leur lore en l'occurrence, et ce, bien avant la sortie de Skyrim. Les Nordiques. Les Nordiques sont une grosse partie des ancêtres de l'humanité. Ils sont issus de l'émigration de leur chef de guerre Ysgramor et de ses fils qui sont partis en Tamriel pour trouver une terre plus accueillante que celle d'Atmora, comme on l'a vu précédemment. De cette émigration résultera une histoire longue et pleine de complexité, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Cependant, il est à noter que c'est la première race à avoir reçu une bénédiction des divins pour imposer sa souveraineté face à un ennemi de taille. Et je ne parle pas des hauts elfes cette fois-là, mais bien des dragons. Les Nordiques seront les premiers à recevoir la bénédiction de l'enfant de dragon pour affronter ces créatures. Dovahkiin, Dragonborn. Leur culture repose sur la guerre et la survie, vu le décorum dans lequel ils évoluent depuis l'arrivée d'Ysgramor. Pourtant, on peut trouver du raffinement de leur part, s'il faut bien reconnaître, malgré tout, que c'est assez rare. Aussi, ce ne sont pas qu'un peuple d'abrutis, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir dessus. Ils peuvent se montrer stratèges et sages, comme le font les Grisebarbes et bien d'autres personnages emblématiques que l'on rencontre dans Skyrim. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose en particulier. Le lore est riche, varié et extraordinaire. Ouais, je suis bel et bien une oie sauvage. Mais en dehors de ça, c'est à souligner que ça tient surtout du miracle pour un jeu sous le joug de ce connard de Todd Howard. And that sometimes it doesn't just work. Une suite est de bonne aloi, je le concède, et même je l'attends avec immense impatience. Mais je reste dubitatif concernant ce jeu présumé, vu les directions que prend Bethesda actuellement. Mais on en parlera un peu mieux bientôt. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, les 3 véritables têtes pensantes et créateurs des Elder Scrolls, eh bien, ils ne sont plus de la partie. Et même Julien Lefebvre, malheureusement, nous a quittés cette année. Cette vidéo lui est entièrement dédiée. Mais surtout, ce lore fait sens. Même avec les Rouge-Gardes qui viennent d'ailleurs, ça ne sonne pas comme un « ta gueule, c'est magique ». Bien au contraire. Après, rappelez-vous que je reste fièrement une belle oie sauvage. Mais bon, que dire de plus ? Eh bien, qu'en est-il de cette histoire-là, qui englobe tous les sujets qu'on vient de mentionner ? Eh bien, ce sera pour une prochaine vidéo. Who's laughing now?